Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la page Facebook de M6 Info. Je suis Samuel Duhamel, journaliste à la rédaction de M6. Et aujourd'hui, on va vous parler de vélo. On va vous parler de bicyclette avec Frédéric Errand, qui est universitaire, il est sociologue, urbaniste, enseignant-chercheur à l'Université de Lille. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Le retour de la bicyclette ». On va discuter de ce bouquin avec lui dans quelques instants. Donc là, nous sommes dans les locaux de M6 à Lille. Et Frédéric Errand nous attend donc juste à côté. On va aller le saluer. Bonjour Monsieur Errand. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Allez, on va aller s'installer dans la salle qui nous sert de salle de montage. Voilà, donc vous pouvez prendre place. Alors donc vous avez commis cet ouvrage il y a quelques mois maintenant, donc le retour de la bicyclette. Oui. Alors en fait, concrètement, la question que vous posez, c'est pourquoi la France, qui est un pays de vélo, avec des grands événements autour de la bicyclette, le Tour de France par exemple, Paris-Roubaix, c'est paradoxalement peut-être un pays où les gens circulent assez peu à vélo comparativement à nos voisins en fait, allemands, belges, suédois, hollandais, danois en fait, où là-bas les déplacements utilitaires à vélo sont beaucoup plus fréquents. Alors sans vouloir expliquer ce qu'il y a dans l'ouvrage, est-ce que vous pouvez nous dire simplement pourquoi c'est le cas? Pourquoi les Français circulent si peu à vélo pour se déplacer? Alors d'abord, il faut comprendre que ce n'a pas toujours été le cas. Puisque dans les années 30, par exemple, nous faisions autant de vélos que les Allemands, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, on en fait à peu près 4 fois moins. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà la question. Pourquoi nous étions un grand pays de cyclistes utilitaires, qui faisaient du vélo pour se déplacer, pour des raisons utilitaires? Pourquoi nous le sommes beaucoup moins aujourd'hui? Eh bien, il y a beaucoup d'éléments d'explication. Il y en a un d'abord qu'on oublie. C'est le triomphe du deux roues motorisé, qui a été incroyable. En France, nous avons été le premier fabricant mondial de deux roues motorisées entre 1954 et 1960. Parce que nous avons inventé le Solex, la Mob, la mobilette, et puis le Peugeot. Voilà. Ces trois modèles ont raflé 90% du marché du cyclomoteur, qui lui-même représentait à l'époque 90% du marché du deux roues motorisé. Ce qui veut dire concrètement que c'est parce qu'on a construit en fait trop de véhicules motorisés que le vélo n'a pas trouvé sa place? D'habitude, on dit c'est la voiture qui a tué le vélo. C'est un peu plus compliqué en France. C'est d'abord le deux roues motorisé et ensuite la voiture. Et pourquoi a-t-on favorisé comme ça le deux roues motorisé en France? Alors c'est encore une affaire complexe, mais en gros, parce que les autorités ont laissé faire quelques fabricants très librement, qui ont tout fait pour développer le deux roues motorisé à la place du vélo, qui était déjà considéré après-guerre comme un mode de déplacement qui allait disparaître de toute façon, remplacé par la motorisation, symbole de progrès. Alors, ça s'est passé en France. Il y a d'autres pays dans lesquels ça ne s'est pas passé exactement de la même manière. Je prends simplement une statistique dans votre ouvrage pour qu'on puisse bien se rendre compte des différences en termes de pourcentage. Les déplacements utilitaires en France à vélo, c'est 3%. Aux Pays-Bas, c'est 27%. C'est quasiment 10 fois plus. Question très simple. Pourquoi les Néerlandais sont fanats de vélo alors que nous, on ne l'est pas? Alors, il faudrait que je continue un peu ma petite histoire. Allez-y. France-Allemagne, d'abord, et après je parlerai des Pays-Bas. Mais en fait, les Allemands, eux, n'ont pas du tout favorisé le deux roues motorisé. Ils ont tout de suite compris que c'était dangereux. Ils n'avaient pas de champion industriel fabricant du deux roues motorisé. Et donc tout de suite, ils ont dit non, c'est pas possible de laisser les jeunes se tuer. C'est très dangereux à ce point-là, avec des deux roues motorisés. Et c'est pour ça qu'ils ont gardé une part modale du vélo assez importante. Bon, il y a plein d'autres choses qui ont joué, mais disons c'est la chose principale. Les Pays-Bas, il faut revenir à des choses beaucoup plus anciennes pour comprendre pourquoi le vélo s'est beaucoup développé aux Pays-Bas, mais a connu une chute énorme dans les années 50-60, comme chez nous, mais plus tardive parce qu'il n'avait pas d'industrie automobile. Voilà. Et en fait, quand
la crise de l'énergie est arrivée en 1974, tout le monde s'est soudain réveillé en disant « Oh, c'est vrai que c'est dommage qu'on ne fasse plus autant de vélos, parce que c'est quand même un mode, tout le monde le sait, qui consomme très peu d'énergie. Et tous les pays se sont mis à essayer de relancer le vélo, plus ou moins. Il y a eu un rebond de la pratique, et puis il y a des pays qui ont effectivement relancé le vélo, d'autres qui ont vaguement essayé, comme la France. Et en France, on n'a pas su relancer le vélo dans les années 70, alors qu'aux Pays-Bas, on a su le faire dès les années 70. Mais il faut bien comprendre qu'aux Pays-Bas, il y avait, au début des années 70, par exemple à Amsterdam, beaucoup moins de vélos qu'aujourd'hui. C'est un développement récent, donc. On avait déjà eu une chute d'un facteur 3, c'est-à-dire une division par 3 du nombre de cyclistes à Amsterdam entre 1950 et 1974, quoi. Et aujourd'hui, on en a 2-3 fois plus qu'en 74, mais donc c'est une reconquête. Les Néerlandais n'ont pas toujours fait du vélo. Et c'est pas dans leur gène. Désolé, si on croit qu'il y a un gène du cycliste chez les Néerlandais, non. Puis on dit aussi, c'est un pays plat. Bon, mais désolé, il y a beaucoup de vent. Et quand on a du vent de face, c'est comme si on avait une pente. C'est-à-dire qu'en fait, les Pays-Bas, c'est un pays montagneux, puisque le vent joue exactement le même rôle qu'une pente. Voilà, alors, en fait, c'est un peu bizarre que le vélo se soit implanté aux Pays-Bas. Il y a plein de raisons qui l'expliquent. Le fait, par exemple, que ce soit un pays sableux. Bon, ça a l'air de rien, mais le revêtement, fin 19e siècle, le revêtement des aménagements, enfin des routes, était assez plat. Alors que chez nous, on mettait des pavés. Et il n'y a rien de pire pour le vélo que des pavés. Beaucoup de routes françaises fin 19e siècle étaient tout à fait inutilisables à vélo. Il y avait d'ailleurs des cartes, j'en ai récupéré une que je garde précieusement, où on voit très bien comment la plupart des routes étaient carrément inutilisables. Un contemporain disait, un pavé, les routes pavées, ce sont deux véritables petits blocs de torture. Voilà ce qu'il disait à l'époque. On va revenir sur les avantages du déplacement à vélo. Vous en parlez beaucoup dans votre ouvrage. Les avantages sont très nombreux. Rapide, au moins en zone urbaine. D'ailleurs, je tiens à signaler que j'habite à 8 km du bureau et que ce matin, j'ai doublé quasiment 80 voitures qui étaient coincées dans les embouteillages. Donc, seulement 80 voitures, mais parfois c'est plus. Oui. Pratique, léger, agréable pour soi, au moins quand il fait beau, agréable pour les autres parce que ça ne fait pas de bruit, ça ne pollue pas, c'est assez peu cher pour soi et pour les autres, même chose, une piste cyclable, une bande cyclable, ça coûte assez peu cher, et puis ça favorise l'activité physique dans un contexte où je crois que la sédentarité fait 5,3 millions de morts chaque année dans le monde. Donc beaucoup d'avantages, il y a quelques inconvénients, mais quand même, on a du mal à comprendre pourquoi ça ne perce pas. Oui, alors en fait ça perce. Contrairement à ce qu'on croit, le vélo s'est déjà considérablement redéveloppé en France. C'est pas pour rien que le titre de mon livre s'appelle « Le retour de la bicyclette ». C'est pas un titre juste pour vendre, c'est vraiment la réalité. Je vais vous donner un chiffre, par exemple, que tout le monde ignore. Entre 1990 et aujourd'hui, même en 2015, on va dire, à Paris, le nombre de cyclistes, le nombre de déplacements à vélo était multiplié par 10. Donc, on n'est pas dans l'épaisseur du trait, c'est énorme. L'essor du vélo à Paris est énorme. Pourquoi je parle de Paris ? Parce que Paris a toujours été précurseur dans tout à peu près, en ce qui concerne la mobilité urbaine. Et ce retour de la bicyclette a commencé à Paris, à Strasbourg, il a continué à Strasbourg, dans des villes comme ça qui avaient une politique cyclable de longue date, comme La Rochelle aussi, ou Grenoble. C'est des villes qui sont aujourd'hui où le vélo repart à toute vitesse, mais on est à quelque chose à plus de 10% par an à peu près. Et ce n'est pas un phénomène uniquement français, mais occidental, on va dire. Tous les pays occidentaux, y compris le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, connaissent un retour de la bicyclette, d'abord dans les grandes villes. En fait, pourquoi dans les grandes villes ? Parce que c'est là qu'on a calmé le trafic automobile. Et ensuite, dans la proche périphérie de ces villes, ensuite dans des villes moins grandes, voilà. Et ça s'étend comme en tache d'huile
peu à peu, les cyclistes, les Français, les Allemands un peu avant nous, les Italiens en même temps que nous, les Anglais plutôt après nous, les Espagnols sont encore un plus en retard que nous. Voilà, ça dépend des pays. Chaque pays a un peu son histoire, mais en gros, ça redémarre partout avec des décalages temporels importants. Alors parmi les désagréments liés à la pratique du vélo, vous en parlez dans l'ouvrage, il y a quelque chose qu'on entend souvent en fait dans des discussions, c'est la dangerosité supposée de la pratique de la bicyclette, que vous remettez partiellement en cause. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors oui, d'abord c'est quand même plus dangereux que la voiture, parce qu'on n'est pas protégé, hein. Faut quand même dire la vérité. Mais c'est aussi dangereux que la marche. Oui, non, un petit peu plus quand même. En fait, le problème du vélo, c'est qu'une part non négligeable des accidents, c'est des chutes sans antagoniste, comme on dit, c'est-à-dire tout seul. Voilà, on tombe tout seul. Pourquoi? Parce qu'on a dérapé sur une flaque d'huile, sur du sable, parce qu'on n'a pas regardé où on roulait, parce qu'il y avait un nid de poule, des choses comme ça. Donc les chutes, et oui, il faut faire attention. Ensuite, donc c'est quand même un peu plus dangereux que la voiture. On peut quand même dire que c'est 4-5 fois plus dangereux, enfin ça dépend des villes. Mais on sait repérer très bien les problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, si un cycliste apprend vraiment à rouler, il peut déjouer la plupart des pièges. Les pièges sont archi connus, hein, c'est d'abord le poids lourd. Il faut vraiment faire très très attention. Un poids lourd, il ne vous voit pas, il y a plein d'angles morts, il ne vous voit pas. Donc il faut rouler loin des poids lourds, des bus, etc., des camions poubelles. Ouais, il faut vraiment surtout pas s'amuser à se faufiler. Deuxième cause très connue, c'est l'ouverture des portières. Bon, alors il faut avoir le courage de rouler à 1 mètre des voitures en stationnement, sans hésiter, même si on gêne un peu l'automobiliste qui klaxonne derrière, tant pis pour lui, c'est pas grave. Il faut sereinement prendre sa place sur la chaussée et vraiment on évite ce piège. Ensuite, il y a le problème du tourne à gauche, ça c'est un peu plus compliqué. Bon, il y a plusieurs stratégies, on peut faire des tournes à gauche indirects, enfin il y a plusieurs stratégies possibles. Et si on s'y prend bien, on peut réduire beaucoup aussi ce piège-là. Donc si on travaille un peu la compréhension des dangers, on peut vraiment rouler en bien meilleure sécurité que celui qui ne fait pas attention, quoi. Est-il vrai que lorsqu'on roule à vélo, on a plus de chances de mourir du fait de la pollution atmosphérique que du fait d'un accident? Ah non, c'est le contraire. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est le moins dangereux, c'est la pollution. Par exemple, pour faire simple, si on fait du vélo, on peut perdre, si on fait du vélo tous les jours, à partir de 40 ans jusqu'à la fin, je crois que c'est jusqu'à la fin de ces jours, on peut perdre 9 jours à cause de la pollution. 40 jours à cause des accidents. On se dit c'est énorme. Oui, mais on gagne 2 à 3 ans de vie parce qu'on est actif. Vous voyez? C'est-à-dire que le bilan de santé publique, hein, c'est comme ça qu'on dit dans notre jargon, le bilan de santé publique, il est excellent pour le vélo. Excellent. Certes, on réduit un peu sa vie à cause de la pollution et un peu plus à cause des accidents, mais on gagne beaucoup plus non seulement de mois, mais c'est carrément en années hein, qu'on gagne de la vie supplémentaire, hein, de l'espérance de vie. Donc le bilan est bon. Excellent. Ce qui sous-entend que les autorités publiques devraient faire en sorte de développer la pratique du vélo. Est-ce qu'elles le font en France? Est-ce qu'elles le font bien en France? Qu'est-ce qu'elles pourraient faire pour améliorer ça? Alors, par exemple, ce bilan de santé publique, il a été compris par le ministère de la Santé très exactement en 2008 seulement. Il a mis un certain temps à comprendre. Bon, mais ça y est, depuis 2008, ils défendent désormais la pratique du vélo en comprenant que même si il y a un peu de pollution, un peu d'accident, c'est quand même largement bénéfique pour le cycliste. Et ça a été une grosse affaire hein, de les convaincre. Le chargé de mission vélo interministériel de l'époque, Hubert Peignet, il a passé des semaines et des semaines en discussion infinie avec tout le monde
pour peu à peu imposer ça. Bon, c'est un de ses mérites. On se demande toujours à quoi sert un chargé de mission. Voilà, c'est l'un des exemples. Il sert aussi à plein d'autres choses. Alors oui, l'État français se bouge. Bon, alors tout le monde sait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais quand même, il y a des progrès. Par exemple, il y a un schéma national des véloroutes et voies vertes. C'est-à-dire, en gros, pour traverser la France en touriste, ou bien pour rejoindre les grandes villes, eh bien, on essaie de créer un réseau maillé sur tout le territoire. Bon, ce réseau, il avance, il est quand même déjà à plus de 50% réalisé, encore plein de trous partout, mais bon, il faut bien en passer par là, on ne peut pas arriver à 100% d'un coup. Donc, ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait, mais ça avance quand même. Alors, il y a un critère qui est très important, vous en parlez dans l'ouvrage, hein, donc je rappelle le titre, Le retour de la bicyclette, c'est aux éditions La Découverte. Un critère qui est très 10 € seulement. 10 € seulement, c'est en poche en fait, hein, donc voilà. Donc critère très important pour que le développement, enfin pour que le vélo se développe, c'est la modération de la circulation. Oui, j'ai tout compris. Donc en gros, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de place pour la voiture et des voitures qui vont moins vite. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout le monde croit que il n'y a qu'à faire des aménagements cyclables. Les gens disent même il n'y a qu'à faire des pistes cyclables. Eh bien c'est faux. Désolé, c'est plus compliqué. Il faut, en fait, ce qui marche surtout, le mieux, c'est de, comme on dit dans notre jargon, modérer le trafic automobile. Et comme vous l'avez très bien dit, c'est à la fois moins de voitures et moins vite. Et si on fait cela, alors les gens se sentent bien plus rassurés et développent la pratique. Maintenant, les aménagements cyclables, c'est quand même utile. Mais c'est surtout utile quand ça prend de la place à la voiture. Alors, on voit que ça génère parfois de la tension chez les automobilistes, chez certains commerçants aussi. Et si à Lille, il y a une zone de partage qui a été créée au niveau de la Grand Place, avec des commerçants qui parfois regrettent justement cette politique de modération de la circulation. Comment vous vous situez par rapport à ça ? Il faut comprendre les commerçants. Je vais essayer de les défendre. C'est pas facile, mais ils ont un travail très compliqué, ils y passent un temps incroyable, 60-70 heures par semaine. C'est un énorme boulot. Ils ont horreur que l'environnement change sans qu'ils puissent rien faire. Car dès que ça change dans leur environnement, ils ont toujours peur de se dire « oh là là, ça va avoir des effets négatifs sur mon activité » ou, peut-être pire encore, des effets bénéfiques pour le concurrent. Bon, tout ça, bref, ils n'aiment pas trop que ça bouge. Ils aimeraient avoir une situation bien stable et que finalement, si leur activité fonctionne, ce soit surtout grâce à leur mérite. Bref, donc on peut comprendre qu'ils hésitent à dire oui, d'accord, etc. En fait, il n'y a que les grandes enseignes, par exemple la Fnac ou le Furet, qui, eux, savent que la modération de la circulation automobile, c'est plutôt favorable au commerce dans les centres-villes, surtout dans les grandes villes. Et la Fnac n'a rien contre, au contraire, toutes ces politiques. C'est plutôt les petits commerçants qui ont des gros doutes, quoi. Ils ont des gros doutes et ce seul doute les énerve énormément, quoi. Ils aimeraient avoir des certitudes, mais c'est pas si simple. Deux questions d'actualité, Frédéric Errand. La première sur les indemnités kilométriques. Je crois qu'il y a une proposition de loi de Mathieu Orphelin, qui est député de La République En Marche, pour mettre ça en place, donc des indemnités kilométriques qui permettraient aux cyclistes d'être quelque part dédommagés. Oui, mais ça existe déjà. Je crois que l'indemnité kilométrique consiste à demander à l'employeur d'aider le cycliste, d'indemniser en partie les déplacements des cyclistes, comme il le fait déjà pour le transport public. C'est une mesure d'équité, finalement. Ça consiste à considérer le cycliste sur un même pied d'égalité que l'usager des transports publics. Bon, donc ça, c'est déjà acquis pour les entreprises privées. Après, il s'agit d'élargir. Moi, je ne connais pas bien le sujet. Ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, en fait, il y a peu d'entreprises qui acceptent de mettre ça en place. Oui. Alors qu'elles auraient a priori intérêt à le faire. L'idée, c'est de rendre ça obligatoire. Comme ça existe dans votre pays. Oui.
c'est sûr que, en fait, les employeurs souvent n'ont aucune idée, se désintéressent en fait tout simplement de la question, puis souvent ils pensent simplement à l'accident. Ils disent oh là là, ça va faire les accidents du travail en plus, et ils sont contre, mais sans avoir réfléchi plus que ça. Et donc c'est vrai que rendre obligatoire la mesure, ça permettrait de les faire réfléchir, se dire pourquoi on rend ça obligatoire, pourquoi l'État rend ça obligatoire. En fait, un salarié qui vient à vélo, c'est un salarié qui se porte mieux. Plus productif. Parce qu'il a fait de l'exercice avant d'arriver au travail et il arrive en forme. C'est vrai. C'est-à-dire que ça a été mesuré, il est productif. Je vous le confirme avec mon collègue Emmanuel Michel, qui vient souvent à vélo, et je peux vous dire qu'il en voit. Mais je vous laisse terminer. Donc, une autre question d'actualité sur la disparition des Gobi Bike. Vous savez, ces fameux vélos verts, le free floating, comme on dit. J'ai déjà vu une interview de vous. Enfin, vous n'étiez pas du tout surpris de cette disparition. Pourquoi ? Bien parce que, en fait, ce sont des prédateurs de l'espace public. Il faut dire ce qui est. Hein. Ce sont des gens des pirates de l'espace public qui profitent du fait d'un discours faux pour prétendre s'installer. En fait, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent avec nous, pas de station et ça ne coûtera rien aux contribuables. Tout ça est absolument faux. D'abord parce que ça coûte aux contribuables. Il y a 3 coûts cachés. Premier coup, c'est que l'espace public n'est pas gratuit. L'espace public, il faut le fabriquer, le surveiller, le nettoyer, l'éclairer, etc. C'est cher. Deuxième coût caché, c'est que ça génère de la délinquance. Mais qui est délinquant d'abord dans cette affaire ? Ce sont les opérateurs de vélos en free floating. On n'a pas le droit de laisser des objets sur la voie publique comme ça, au milieu de la voie publique. C'est interdit. C'est écrit dans le code de la route. Il y a un article du code qui l'interdit. Donc les premiers délinquants, c'est eux. Après, ils disent « Oh, nos vélos ne sont pas respectés ». Mais c'est parce que eux ne respectent pas l'espace public que les citadins s'énervent en voyant ces vélos au milieu du trottoir et les jettent de côté. Donc il y a un coût de la délinquance, et puis enfin il y a un coût d'organisation de l'espace, c'est-à-dire que ces vélos gênent. Quand ils s'agglomèrent autour d'une gare ou d'une sortie de métro ou d'un collège, ça devient dangereux. Et donc il faut les enlever, sinon, s'il y a un mouvement de foule, c'est vraiment dangereux. Voilà, donc pour ces 3 raisons, c'est pas gratuit. Et à chaque fois, on se dit, mais quelle est la solution ? C'est de recréer des stations. À chaque fois, si on avait des stations, ça se passerait mieux. Et voilà. Et donc, eux-mêmes s'en rendent compte et on arrive à recréer quelque chose qui ressemble à une station. Il y a un autre désagrément lié à la pratique du vélo dont on n'a pas encore parlé, c'est le vol. Je crois que dans l'ouvrage, vous parlez de 400 000 vols de vélos par an en France. C'est énorme, hein, plus de 1000 par jour. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour enrayer ce phénomène ? Alors d'abord, on n'en a pas plus qu'ailleurs. Hein. Par exemple, il y a 1 million de vols de vélos aux Pays-Bas par an. Hein. Bon, alors, évidemment, ils ont beaucoup plus de vélos, mais en même temps, c'est un pays où ils sont moins nombreux. Donc en réalité, il y a autant de vols de vélos aux Pays-Bas qu'en France, ou qu'en Allemagne. C'est des chiffres tout à fait similaires, hein, rapportés au nombre de cyclistes et à la population. Bon, la solution, alors il n'y a pas de solution miracle, on le sait bien, hein, mais la meilleure solution que je peux dire à ceux qui nous regardent, c'est d'acheter un bon antivol. Alors c'est cher, un bon antivol c'est cher, c'est en général un U en acier sémenté. Attention, il y a des ersatz, des faux U qui sont pas chers mais qui sont tout mous, qu'on peut couper presque avec des ciseaux tellement ils sont mauvais. Donc il faut acheter un bon U bien solide. Ça pèse à peu près 1 kg, c'est cher, mais on garde son vélo, on réduit énormément le risque. On l'annule pas, mais on le réduit énormément. Justement, pour rebondir là-dessus, vous écrivez dans l'ouvrage qu'un cycliste qui a 3 ans de pratique a 14 fois plus de chances de se faire voler son vélo qu'un cycliste qui a 15 ans de pratique. Non, le cycliste en fait qui a peu d'expérience se fait voler son vélo beaucoup plus souvent en fait. Oui. Il mesure mal le risque en fait. C'est un peu ça l'idée. En fait, le vol, il arrive en général dans les quelques semaines après l'achat. Voilà.
C'est un cycliste novice qui n'a pas mesuré l'importance de ce risque, et puis qui bêtement va acheter son pain sans cadenasser son vélo, quoi. Hein, il dit, oh, j'en ai pour 2 minutes, et puis il se fait piquer son vélo, oh, on me l'a pris. Bon, c'est incroyable le nombre de gens qui se font voler leur vélo sans même avoir mis un antivol. Ou bien qui ont mis leur vélo dans leur garage sans mettre l'antivol, ou s'ils mettent un antivol sans l'accrocher à un point fixe. Donc je répète, la moitié des vols ont lieu dans des lieux privés et fermés. La moitié. Et beaucoup de vols ont lieu dans les garages fermés à clé. Mais c'est une clé dérisoire. Évidemment, ce qui se passe, c'est que la personne force la porte du garage et prend tous les vélos, quoi. Puis voilà, puis ça y est. Ça, c'est très très courant, très courant. Et à chaque fois, je demande aux gens, alors, est-ce qu'ils étaient cadenassés, vos vélos? Oui, parfois oui. À l'intérieur d'un garage, souvent, c'est pas le cas. Mais en général, jamais accroché à un point fixe dans votre garage privé. Pourtant, si on le fait vraiment, on réduit, j'ai jamais dit annuler, on réduit fortement le risque de vol. Et une dernière question que j'aimerais vous poser, en fait, vous écrivez qu'il y a une loi, en fait, alors c'est valable pour les vélos, c'est également valable pour les voitures. Concrètement, plus il y a de vélos en circulation, moins il y a de danger pour les cyclistes qui utilisent le vélo. Donc ça veut dire que concrètement, quelque part, quand j'utilise mon vélo, je fais en sorte que d'autres cyclistes ne soient pas accidentés. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Oui, alors on appelle cela le phénomène de sécurité par le nombre. C'est très bien repéré, en fait, ça a d'abord été repéré, tenez-vous bien, pour la voiture. Dès le début des années 60, on a constaté que plus il y a de voitures, plus les automobilistes sont en sécurité. C'est vrai en fait pour tous les modes. Plus il y a de cyclistes, plus ils sont en sécurité. Plus il y a de piétons, plus ils sont en sécurité. Et ça s'explique assez aisément pour en rester au vélo. Plus il y a de cyclistes, plus on les voit. Plus ils sont repérés par les automobilistes. Plus aussi il y a des automobilistes qui sont aussi cyclistes à d'autres moments et qui donc vont respecter un peu plus facilement, un peu mieux les cyclistes parce que eux-mêmes le sont aussi parfois. Et puis aussi, il y a un peu plus d'aménagement cyclable quand il y a plus de cyclistes, donc ils sont aussi un peu mieux protégés. Enfin, il y a plein de raisons qui fait que plus il y a de cyclistes, plus ils sont en sécurité. Autrement dit, aujourd'hui, les cyclistes, le nombre de cyclistes est en plein essor, j'ai dit dans les grandes villes, dans les centres-villes, plus 10% par an en moyenne, c'est parfois plus. À Lyon, en ce moment, ils sont plutôt à plus 15% par an. C'est énorme, énorme. Hein. Eh bien, dans ces lieux-là, on ne voit pas du tout les accidents augmenter aussi vite, et même parfois ils stagnent, alors que la pratique est en forte hausse, le nombre d'accidents stagne. C'est à peu près ce qu'on voit le plus souvent. Donc concrètement, il faut faire du vélo. Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup Frédéric Héron. Je rappelle le titre de votre ouvrage, donc Le Retour de la bicyclette. C'est aux éditions La Découverte, 10 €. Vous l'avez dit, c'est effectivement assez peu cher pour un ouvrage de cette qualité. Merci beaucoup à Emmanuel Michel également pour la réalisation de cette interview. À bientôt sur M6 Info.